randonnée sportive de ce mercredi nous propose de faire un tour dans le sable pour évoquer le volleyball. Le Togo, en début du mois de mars à venir, sera du côté d'Accra, la capitale du Ghana, pour participer à ces Jeux africains qui rassemblent toutes les nations du continent. Nous allons en parler avec le sélectionneur Boris Denikou et puis le capitaine de cette sélection, Kofi Kotoka. Dans la seconde partie, vous le savez bien, depuis déjà le début de cette émission, nous allons évoquer la CAN ou la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein en Côte d'Ivoire avec la série des surprises et des interviews également exclusives et tout ceci dans votre magazine. Club Sport Santé vous dit encore une fois merci de votre fidèle attention. Bienvenue. La première partie, c'est tout de suite. Nous sommes là bien présents sur le plateau de SOS Docteur TV pour encore parler de sport pendant 60 minutes. La première partie est dévolue au beach volleyball et qui sont là pour en parler avec nous, si ce n'est les spécialistes. Il y a bien Boris Kodjo Denikou qui est avec nous. Bonjour Boris. Bonjour Angela. Coach, comment vous allez? Je vais bien. Tout doucement. Vous gérez, n'est-ce pas? Je gère. Merci d'accepter notre invitation pour aujourd'hui. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons également Kofi Kotoka. Lui, c'est le capitaine de la sélection de beach volley du Togo. Bonjour Kofi. Bonjour. En pleine forme? Très en forme. Ah ouais, ça va bien le beach volley? Oui, ça va bien. Ça va bien. Oui, d'accord. Ça, c'est déjà bien. C'est ce que nous souhaitons pour vous, d'être toujours en bonne santé. Alors, nous allons parler avec vous de la participation du Togo pour les Jeux africains. D'abord, la fenêtre de la qualification. Ça n'a pas été du tout aisé. Vous reconnaissez cela, Boris Denikou, vous en tant que sélectionneur? Tout à fait, ça n'a pas été aisé pour nous parce que nous connaissons un peu dans la zone 3. On sait qui est fort, qui est moins fort et qui est faible. Et du coup, nous nous sommes préparés, et voilà, et on a été à Accra et heureusement, nous avons pu quand même faire le maximum et nous sommes sortis premiers de ce groupe. Vous le dites si bien, vous êtes sortis premiers. Avant même le début de la compétition, coach, pour rentrer un peu dans le secret, c'était ça votre objectif malgré les conditions de préparation qui n'étaient pas forcément optimales? Oui, l'objectif c'était quand même d'être dans le Caridas, de faire partout et tout pour participer aux Jeux africains. Et comme on le dit, l'appétit vient en mangeant, nous y sommes et puis on a fait le maximum comme on le fait d'habitude et bon voilà, on est sorti premier. Vous êtes sorti premier, tout ceci en tout cas au crédit du Togo, le drapeau togolais qui a flotté en étant premier, en tout cas le Togo devant le Nigeria et le Bénin, ce n'est pas rien du tout. Kofi Kotoka, vous êtes le capitaine de cette sélection. D'abord dites-nous, le premier match, vous l'avez joué mais vous l'avez perdu. Oui, on l'a perdu 1-2 face au Nigeria. Quand vous dites 1-2, c'est 2-7-1 ou 1-7-1, voilà. Oui, c'est ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas. Ah, ok. Donc, 1-7-2 oui. face au Nigeria. Donc, avec cela, le Nigeria qui est une très bonne équipe, en faveur, quand on parle du beach volley, oui. C'est une très bonne équipe. Nous aussi, nous avons eu à damer nos pions, mais ça n'a pas trop marché. Toutefois, c'est le jeu. Dans le premier match face au Nigeria, vous avez eu quelques moments de doute ou bien c'était où le souci pour que vous perdiez lors du premier match? Pas bien réveillé? C'était quoi exactement? Non, on était bien rentré dans le match. Pour preuve, c'est nous qui avons pris le premier set. Oui, mais comme je le disais, le Nigeria est une bonne équipe, une très bonne équipe, très, très spécialisée dans le beach volley. Ils ont su remonter la pente. Oui, remonter la pente, mais toutefois avec nos petites erreurs. Mais ça c'était joué sur c'était petits détails. En fait. Quand vous dites petits détails, c'est la question de placement, oui, le service, la réception. Oui. C'était quoi? C'est un tout? Oui, c'est tout un tout. On a aussi perdu des points qu'on devait prendre. Et aussi, notons aussi que le Nigeria s'est battu, s'est vraiment combattu sur ce match. Parce que voyant ce qui était en jeu, oui. il se devait aussi de reprendre le match. C'est ce qui a fait qu'on a aussi, voyant le match, on se disait que le match était plié. Parce qu'avec le premier set qu'on a pris 21-15,
Donc nous nous sommes dit, ce match-là, on pouvait le prendre à 2-0. Facile, mais nous été cette rage que eux aussi ils avaient, ils ont balancé le coup du match. C'est ce qui a donné, ce qui nous a remis cette défaite. Coach Boris, le premier match, souvent ça donne la pression? Oui, ça donne la pression. Surtout quand vous jouez contre une équipe spécialiste dans la matière, ça donne vraiment la pression. Et justement, comment vous avez fait pour remonter les bretelles à vos joueurs? Il fallait dire, au début, nous sommes rentrés train dans le match parce qu'il y avait aussi tout ce qu'on a enduré sur le chemin pour le voyage. On est arrivé à 23h, le temps de se reposer, on s'est réveillé. On pensait qu'on devait commencer le match le lendemain matin. D'accord. Mais la réunion technique était prévue sur 9h. Après la réunion technique, il faut commencer tout de suite avec le premier match contre le Nigeria, un pays qui joue très bien le beach volley. Voilà. On s'est parlé, on s'est tout dit, mais comme le beach volley, vous êtes sur la plage, vous êtes entraîneur, mais on ne peut pas intervenir directement. Voilà, tu es là, tu fais quelques signes, ou tu cries de temps en temps, tu dis de faire ceci, de faire cela. Ils ont pris le match avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérieux. Le premier set, c'était 21-15. Oui. Et puis, bon, j'étais là tout fier et puis du coup, je vois une agitation qui surgit dans mon équipe qui a fait balancer le deuxième set. Au troisième set, on a passé des consignes, se sont ressaisis, on a tiré les points 1-1-1 jusqu'à 13-13 et finalement, on a lâché encore le bout et ils ont pris le set. Visiblement, le match du Nigeria a servi beaucoup de leçons parce que les matchs qui ont suivi, le Togo a tout fait pour ébattre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et je pense aussi le Bénin. Le Bénin, tout à fait. Oui, on a vu, quand on a joué le premier match contre le Nigeria, on a vu les autres jouer. On a tout de suite posé les bases, on est retourné au campement, on s'est dit comment il faut jouer avec telle équipe. Parce qu'à un moment donné, contre le Nigeria, on s'est vraiment donné au niveau de l'attaque. Oui. Mais pour les autres, on s'est dit, bon, ce n'est pas nécessairement, c'est l'attaque qui est spectaculaire, mais ce n'est pas sur ces pions-là que nous allons jouer. On a joué placé, et puis voilà, très rapidement, on a pris les deux. Quand vous voyez la paire Achille Samani et Kofi Kotoka, aujourd'hui, c'est quoi les valeurs de cette paire-là? C'est quoi les forces? Voilà, et si nous les prenons individuellement, ils sont très calés, très expérimentés. Mais le beach volley, c'est un jeu collectif. Et il faille quand même placer les pions pour vraiment s'en sortir. C'est ça qui a manqué un tout petit peu. Parce que dans mon dispositif, quand je faisais les entraînements, je jouais Samani Achille avec Florent. Florent Apézoumont. Oui. Et Kotoka avec David. C'était comme ça qu'on s'entraînait. Mais on se projetait toujours dans le truc. On s'est dit, bon, il se peut qu'à un moment donné, qu'on permette un peu, qu'on change un peu. Oui. On a joué avec cet objectif. Et jusqu'à la dernière minute, je pensais encore voyager avec Florent et puis Achille. Mais du coup, il y a eu un petit changement. Oui. Et bon, comme on faisait les équipes, on changeait un tout petit peu. J'ai dit, avec l'inspiration encore plus, je me dis, bon, je prends Kotoka qui répond bien à ce que je lui demande de faire. Il va faire le tour avec Samani. Et puis, voilà. Et ça a marché. Kofi, on revient encore sur le parcours du Togo, les matchs contre le Bénin, la Côte d'Ivoire. Comment vous avez attaqué ces rencontres-là? Oui, on les a attaqués avec une certaine fermeté. Oui, parce qu'on voyait la qualification de loin. Et avec ce match perdu face au Nigeria, il va falloir remobiliser les ressources et vraiment faire quelque chose. La Côte d'Ivoire, ils sont très bien lancés, mais toutefois, ils ne peuvent pas se déplacer. C'est le but du beach volley même, savoir se placer, se déplacer, se replacer. Exactement. Donc, on a joué sur ce facteur-là et on les a battus 2-0. Et dans la foulée, le Bénin bat le Nigeria par 2-7-1. Et ça vous arrange? Ça nous arrange aussi. Et c'est pas aussi... C'est pas 100%. 100%, parce que ça va faire corser le match du Bénin après aussi. Donc, tout ça, on est en train de voir. On voit aussi le classement, tout cela. Et ensuite, le match du Bénin. Un match qu'on titillait. Tout le monde voulait ce match-là. Les Béninois étaient venus
ils avaient aussi des supporters. N'est-ce pas? Oui. Il semble même qu'ils étaient d'abord là depuis déjà une semaine. Hein. Oui, une semaine à s'entraîner avec les Ghanéens. Ah, oui. Donc tout ça là, on se disait, nous, il ne nous fallait pas beaucoup pour essayer de battre cette équipe béninoise, qui est aussi une très bonne équipe que je salue de la part. Donc, et après avoir gagné valeureusement cette équipe béninoise, et le chemin était tracé. Hein. Le chemin était tracé. Et enfin, nous finissons avec cette belle équipe burkinabèse aussi, qui aussi avait pour le premier match battu le Bénin. Le Bénin, ah voilà. Tu vois, donc c'est un sacré client en face. Oui, c'était un sacré client en face. Donc tout cela, on a su remobiliser tout et gagner ces matchs. En tout cas, félicitations à vous pour ces Jeux africains, la qualification pour le Togo qui finit premier, je le rappelle, devant le Nigeria et le Bénin. On va évoquer l'étape de la préparation. Aujourd'hui, tout doucement, c'est vrai que le mois de mars n'est pas loin. Oui. Nous finissons le mois de janvier comme ça. Vous avez déjà entamé, c'est bon, tout va bien au niveau de la préparation? Oui, on a déjà commencé par les conditions physiques. Nous-mêmes, on commence par les conditions physiques. Oui. Ensuite, le coach, avec tout son plan d'action, va évoluer avec nous pour l'entraînement proprement dit. Exact. Donc, on attend juste son ordre et on continue. Coach Boris, qu'est-ce qui est à l'intérieur des séances de préparation depuis que vous avez démarré? Dans un premier temps, comme on le fait toujours, on a commencé par la préparation physique, où on fait le travail par atelier, le travail individuel, un travail de renforcement, puisque la compétition qu'on vient de finir à Accra nous a permis quand même de voir un peu la forme physique de nos joueurs. Et nous voulons tout de suite s'en appesantir là-dessus. On a commencé par la préparation physique. Il faut renforcer vraiment les muscles au niveau des jambes, des bras et puis qu'on sort. Et après cette préparation physique, il va y avoir des préparations tactiques. La dernière fois, ça nous a encore démontré en plus que à quelques points près, nous manquons de tactique pour quand même avoir les sets. C'est ce qui nous a manqué un tout petit peu au niveau du match que nous avons livré contre le Nigeria. Et tout de suite, il y a une programmation qui est faite. On attendait le bureau exécutif pour mettre les moyens afin qu'on commence. Le président m'a appelé ce matin même. Il a dit, Boris, vous avez le feu vert, vous pouvez commencer. C'est ça. Donc à partir de ce soir, normalement, cet après-midi, on devait commencer. Mais voilà, quelques petites contraintes. Tout à fait. Mais vous allez quand même vous lancer. On va se lancer tout à fait. Je vais vous poser cette question un peu personnelle. Vous utilisez des vidéos, des séquences vidéo pour regarder certains aspects tactiques, pour les employés, les utiliser lors de vos matchs? Bien sûr, bien sûr. À chaque fois que nous finissons la première partie où on a travaillé individuellement les conditions physiques, dès qu'on rentre un peu dans la tactique, dans les techniques plus approfondies, les passes, réceptions et tout, il y a toujours un support vidéo qui nous permet de revoir comment celui-ci se déplace, de quel côté se déplace le plus. Parce que le corps est comme ça, tu te déplaces très, très vite à gauche, mais à droite, il faut toujours équilibrer. Voilà. Faisons des séances vidéo pour voir là où la personne est plus forte. Et il se positionne par rapport à ça. Le coach Denikou disait tout à l'heure que vous avez des qualités exceptionnelles. Et vous, Florent, Achille et David, il vous arrive souvent d'être ensemble, regarder des séquences vidéo, des matchs des autres sélections, des joueurs que vous aimez regarder jouer? Oui. Il faut dire que les autres sélections aussi se bataillent chez eux dans leur zone pour ces jeux africains d'Accra. Donc, toutefois, on les visualise, toutes ces vidéos-là. Donc, nous aussi, nos vidéos, par exemple, les matchs que nous avons eu à effectuer à Accra. Oui. Vous les revisualisez? Oui. Ah, d'accord. Oui. Avec Achille, l'autre fois, on a eu à revisualiser ça, à commenter. Oui, parce qu'il le faut vraiment. Vous vous corrigez entre vous? Oui, on se corrige. Parce que c'est la base de l'équipe. Exact. Ce jeu, c'est un jeu très, très, très collectif. Parce que vous êtes à deux sur le terrain. Et il va falloir que... Je rappelle que ça se joue dans le sable. Ça se joue dans le sable. Le sable chaud et sous le soleil. Et sous le soleil aussi. Donc, il va falloir que vous communiquiez beaucoup sur ce terrain. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir... Il nous faut vraiment
de l'entraînement, des entraînements et aussi de la familiarisation avec le sable. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. On va évoquer avec vous les préparatifs, non plutôt les ambitions maintenant, justement du Togo. Vous avez fini premier au niveau des qualificatifs. On ne peut pas vous souhaiter, si on vous souhaite le pire, c'est de finir avec la médaille d'or. N'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. L'autre fois, j'approchais quelqu'un et il me dit, c'est seulement les Togolais qui aillent pour apprendre. Je disais, il y a des... Mais à cette compétition, nous promettons le podium avec la grâce de Dieu, avec notre potentialité, toutes nos forces. On promet vraiment le podium et c'est de vive voix que je remercie tous ceux qui nous aident à pratiquer confortablement ce sport. Coach, oui, je sais que dans votre tête, dans vos petits papiers, vous inscrivez en tout cas, si ce n'est la médaille d'or, la première place, pour honorer encore une fois notre cher pays, le Togo. Oui, comme il vient de le dire, c'est une grande sélection, tous les pays africains, les 54 pays, on a pris les meilleurs des zones. Et si dans notre zone nous sommes meilleurs, ça veut dire que nous pouvons valablement défendre cette zone, aller au podium et pourquoi pas remporter la coupe. Vous ne connaissez pas encore vos adversaires, non, mais dans votre tête, dans vos discussions, qu'est-ce que ça dit entre le coach et ses joueurs? Oui, le coach et ses joueurs, ce sont des joueurs que j'ai entretenus il y a beaucoup d'années. Je connais leur potentiel, je connais de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Avec ou sans rien, sans les moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et si on mettait un tout petit peu encore de moyens, qu'est-ce qu'ils peuvent encore donner de plus. Je les connais un peu en ce sens, et je sais que si on s'y met, voilà, la surprise serait là. Comme on le dit souvent, le Togo regorge tellement de talents. Il suffit d'un peu de moyens pour les accompagner pour que, oui, les résultats soient évidents et qu'on puisse parler du Togo. Coach, avant de vous revenir pour la conclusion dans quelques minutes, Kofi, est-ce que tu as un mot à l'endroit de la Fédération togolaise de volley qui, en tout cas, multiplie de gauche à droite les efforts qu'il faut pour vous mettre dans les meilleures conditions malgré les maigres moyens dont elle dispose? C'est un grand merci à M. Noël Tadegnon pour tous ses efforts, sans oublier son bureau qui l'accompagne toujours. Donc un grand merci aux heureux donateurs également aussi, qui ne font pas partie du bureau, mais qui l'aident aussi. Coach Boris, oui, sûrement un mot à l'endroit de la FTVB. Oui, à l'endroit de la FTVB, je leur dis vraiment chapeau, je leur tire chapeau. Parce que quelle que soit la situation que nous vivons dans ce sport, ils sont toujours là pour nous supporter. À l'impossible, rien n'est tenu comme on le dit, mais quelquefois, à quelques heures près, ils se battent quand même pour nous donner ce qu'ils peuvent afin qu'on sauve l'image du pays. Ils ont toujours fait ça et je pense qu'ils le feront toujours pour vraiment donner un peu plus de chance à ce joueur, vraiment de s'extérioriser, d'aller plus loin dans ce sport qu'ils ont choisi. Je sens en eux qu'ils veulent faire la carrière sportive, qu'ils veulent faire la carrière sportive et surtout du beach volley togolais. Donc un peu plus de moyens, nous leur souhaitons beaucoup de courage et ceux qui y tendent les mains pour qu'on leur fasse un geste et à leur tour faciliter le travail au niveau des terrains. Je leur dis un sincère merci. Merci également, sans oublier le ministère des Sports qui nous appelle, qui nous donne des instructions sur ce qu'on doit faire. Merci de toujours faciliter les choses. Sans eux, la dernière fois, on ne pouvait pas traverser la frontière pour aller jouer. Et un sincère merci également à eux et puis tous ceux qui pratiquent le volleyball et le sport en général. En tout cas, on ne cessera jamais de vous souhaiter le meilleur parce qu'après tout, quand il s'agit de parler de sport au Togo, il y a tellement de talents, on ne cessera jamais de le dire. Des techniciens également talentueux, des dirigeants également qui ont envie à ce que les disciplines puissent évoluer et surtout mettre le nom du Togo en avant. C'est ce que nous souhaitons tous. Encore une fois, beaucoup de courage à vous.
Et on s'est dit à n'importe quel rendez-vous. Vous serez disponible, n'est-ce pas? Oui, pour parler beach volley. Oui, et même du volleyball, naturellement. Oui, Puisque bientôt aussi les championnats sûrement vont reprendre. On aura tout le temps de revenir sur cette discipline que nous aimons tant. Merci Kofi Kotoka d'être passé. Merci à vous, monsieur Angelo. À très bientôt. À très bientôt. Merci coach Denikou. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup Angelo. Et à très bientôt. C'est un plaisir partagé. Plaisir partagé également. Et nous allons continuer dans cette émission pour parler désormais d'autres disciplines. On a parlé de beach volley. Cette fois-ci, on va évoquer le football avec la 12e journée du championnat national de football de première division. Avec la complicité de la régie, on pourra déjà commencer à décortiquer les résultats de la 12e journée avec Asco qui a... Asco a glissé. C'est la deuxième défaite de la saison par rapport aux Condona qui ont perdu la dernière fois face à l'AS OTR au municipal de Lomé. On regarde également que l'équipe de Dito, s'est imposée 1-0 face à Kakadl. N'oublions pas également la victoire de Tambo, mais tout à l'heure on va en parler également, celle de l'ASCK. Mais nous allons rester sur la victoire de l'AS OTR devant Asco de Cara. J'accueille au plateau mon cher confrère Charles Daenesto. Bonjour Charles. Oui, bonjour Angelo. En pleine forme? Ça va. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Merci encore une fois d'être dans CSS sur Docteur Santé TV. Nous allons parler justement de football avec vous pour cette 12e journée de la D1 nationale de football. Surpris par cette défaite du leader Asco ou bien, ça devrait arriver face à une équipe nommée l'AS OTR? Je me dis que c'était un match où l'AS OTR a vraiment misé pour dompter cette équipe de l'ASCO de Cara, parce que vous êtes sans savoir qu'à un moment donné, à domicile, ASCO a pu gagner tous ses matchs et que les adversaires, en tout cas le public adverse, avait commencé par critiquer l'arbitrage, comme quoi il y a de ces faveurs-là qui sont accordées à ASCO à domicile. Maintenant, à l'extérieur, l'entraîneur même avoue que son équipe n'a pas joué et que cette défaite était méritée. Donc, on se dit que sur ce coup, ce n'est plus l'arbitrage, mais quand même, on a vu une équipe des condonnants de la COSA qui n'était pas au mieux de sa forme. Ça arrive parce que nous sommes dans un championnat et ce n'est pas forcément tous les matchs qui sont à remporter. Il y a de ces matchs-là qui posent des problèmes, où ça remet en cause même le travail que l'entraîneur fait. Et bon, on se dit que ce n'est qu'une partie remise parce qu'il y aura le match retour où l'AS OTR doit se déplacer à Cara. Ouais. Et surtout, connaissant un peu l'entraîneur qui a déjà fait Messa Metokoro, qui avait déjà fait la maison jaune-noir il y a deux fois champion. Deux fois champion, il y a de cela 2 ou 3 saisons. Oui. C'est vrai que ce n'est pas avec les mêmes joueurs, mais quand même, il a su vite déceler ce qu'il a fait comme travail par le passé dans le jeu. Que Asco développait, et bon, ces joueurs ont su profiter, surtout avec qui? Ouro Nazif, un ancien de la maison qui connaît un peu comment est-ce que ça se passe. Donc disons que c'était une victoire méritée pour la SOTR qui en tout cas a misé. Et ça lui permet aussi de remonter un peu au classement. Vous le dites si bien, parce que la dernière fois, le coach Yao Amani d'Asco a reconnu que c'était une défaite méritée pour ses opponents devant la SOTR qui a mis un système en place, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouronimini Nazif a marqué, tout comme Cordio, commis Arnaud comme la vie, également a marqué pour l'équipe de l'AS OTR. Que dire de l'équipe du Dynamique togolais qui, encore une fois, a gagné? C'est vrai, on le disait la dernière fois ici, que la nomenclature de cette équipe, avec rien que des corps habillés, ça crée un souci, mais mine de rien, l'équipe de Patumbi Liabé, ils ont gagné la dernière fois. Oui, l'équipe a gagné, mais surtout, il faut faire extrêmement attention. Cette équipe a gagné, mais moi je me dis que Dito a besoin d'être renforcé. Même si au niveau de l'état-major, on pense mettre en place une équipe typiquement corps habillé, comme vous venez de le dire, mais cette équipe mérite d'être renforcée si
vraiment les robots rouges qu'on a connus par le passé doivent se maintenir dans ce championnat de ligue. Maintenant, on a vu le premier match nul de Dito. C'était une fête, mais par après, Dito a de nouveau sombré avec les défaites qui se sont enchaînées. Face à Kakadel, on sait que dans ce championnat, pour l'instant, Kakadel souffre le chaud et le froid. Kakadel n'a pas encore assuré dans ce championnat en enregistrant ne serait-ce que 3 victoires d'affilée. Je pense qu'au plus, c'est 2 victoires d'affilée. Donc, ça veut dire que cette victoire de Dito ne doit pas peut-être être considérée comme une si grande victoire, mais plutôt une victoire qui doit permettre à l'entraîneur Patoubi Liabé de continuer par travailler et de savoir qu'il y a encore il y a encore du temps pour que cette équipe-là puisse ne serait-ce que enchaîner les résultats comme cela se doit. Vous le dites bien, enchaîner des résultats. En début de saison, c'était le cas de Gomido de Palimé. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. L'équipe est en train de dégringoler au classement. Que se passe-t-il avec cette équipe? Je vous vois sourire. Ça veut dire que vous avez des éléments à partager avec nous, Charles. Non, vous savez, depuis pratiquement 3 saisons, Gomido nous a habitués à ces genres de scénarios où on voit Gomido commencer la saison en trompe et puis par après au cours je pense il y a 3 saisons de cela avec Didier Amega, on a vu cette équipe là qui était au haut du classement pendant 10 journées et progressivement cette équipe a commencé par chuter et en deuxième partie du championnat, on a vu cette équipe là qui a frôlé la relégation. Exactement. Donc je me dis que pour ces débuts avec l'entraîneur Jean-Paul, on a pensé vraiment à une sérénité. Mais heureusement, ça a vite changé au niveau du langage parce que j'ai entendu Jean-Paul dire qu'il n'a été jamais question pour Gomido de jouer la première place. Vous le croyez ou bien c'est les circonstances qui lui font changer de discours? Non, au fait, ce sont les circonstances qui lui font changer de discours parce que moi, sans mentir, j'ai vu un peu la préparation de cette équipe au cours de la pré-saison. Je me dis c'était une équipe qui en tout cas devait très rapidement jouer les premiers rôles parce que c'est une équipe qui a commencé très tôt les séances d'entraînement, déjà début août. Cette équipe-là avait commencé les entraînements avec des jeunes parce qu'ils avaient une pépinière et qu'ils faisaient tourner ces jeunes-là avec les seniors. Moi, je me suis dit que c'était une très belle politique. Maintenant, derrière, est-ce que Gomido a les moyens de sa politique? C'est-à-dire les garder et payer. Et payer, voilà. Je pense que quelque part, il y a peut-être la charge salariale qui pèse. Des soucis financiers. Des soucis financiers. Gomido, c'est pas une équipe qui manque d'argent, mon cher. Oui, c'est vrai, mais généralement, vous savez, quand les joueurs sont en manque de motivation, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des résultats en dents de scie. Sinon, moi, je me dis, quand vous voyez un peu la paire Jean-Paul Abalo, Didier Amégan, c'est-à-dire qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom. Et avec tout le travail qui a été fait en amont, moi je me dis, ce n'est pas peut-être cette défaite-là face à Asco de Cara à domicile, ce n'est pas cette défaite-là qui devait déséquilibrer Gomido. Mais on a vu le match qui a suivi, c'était un 0-0 face à Gikenti de Bassa à l'extérieur. Et là, il vient de perdre face à Barracuda et à la maison. À la maison. Et donc, disons, ça fait en 3 journées, ça fait 2 défaites. Un petit point sur 9 possible. Je me dis, attention, Gomido, ça se voit même déjà au classement. Gomido qui se retrouve à la 6e ou à la 7e place. Donc, je pense que très rapidement, il faudrait que l'entraîneur Jean-Paul parle à ses joueurs, même si ce n'est pas la première place. Je pense que Gomido, avec le travail qui a été fait en pré-saison, mérite d'être parmi les 3 premiers de ce championnat. Avec la complicité de la régie toujours, on va aller regarder les autres résultats au sortir de ce 12e chapitre de la D1 nationale de football. On a d'autres résultats également qui vont s'afficher tout à l'heure à l'écran. On remarque que Doumbé a perdu à la maison 1-2 devant la SCK qui est en train de se réveiller petit à petit. Effectivement, surtout avec Doumbé où il y a un nouvel entraîneur, Kebalo Kodovi, qui est arrivé et puis qui est, je pense que c'est la première défaite même de Kebalo. Donc on se dit que il y a encore du travail à se faire du côté de Doumbé parce que c'est le maintien qui compte. Très important. L'AS Tambour en déplacement gagne à Lomé face à l'Entente de 1-0. On voit également que l'Unisport s'est offert le scalp de Bikinti. Mine de rien, l'équipe de Bikinti également est en train de descendre, de dégringoler au classement. Oui, vous savez, l'équipe de Bikinti
a mal démarré la saison, déjà face à Paracuda à Lomé. Oui. On a vu ce que ça a produit. Il y a eu 3 défaites d'affilée avant que l'équipe ne se réveille. Mais moi, je me dis, pour ces clubs du Nord, il y a un travail qui se fait timidement. Nous ne sommes qu'à la phase allée du championnat. Je me dis que en fin de saison, toutes les équipes ou bien tous les clubs qui participent à ce championnat savent que c'est 4 clubs qui seront relégués. Vous allez voir qu'il y aura du chamboulement en deuxième partie parce que en fonction du résultat que les équipes ont eu à enregistrer lors de cette première partie, il va y avoir du renfort. D'accord. Du renfort. Et pour vous, les classements peuvent bouger? Les classements, la classement doit bouger parce que, surtout avec les clubs du Nord, on sait comment est-ce que ces clubs-là s'entraident. Vous savez, c'est très facile pour le responsable de Bikenti de Bassa d'aller faire un prêt d'un joueur, d'un bon joueur de ASK qui n'est pas assez utilisé. Et donc, vous voyez que très rapidement, ce sont des clubs qui font le travail et puis qui s'alignent en deuxième partie au classement. Vous dites quelque chose d'assez important. Ça, c'est vrai. Oui, ça peut arriver parce que Bikenti, c'est vrai. Maintenant, on va jeter un coup d'œil au classement en général de cette 12e journée où on voit Asco qui est toujours devant avec 24 points. Plus 12, non plus 5, et l'ASK qui suit avec 20 points également, 20 points pour Tambo, l'AS Tambo avec Boloessou qui n'est pas aussi loin, qui est classé 4e. Wadja Lantam également fait un très bon boulot là-bas. En 5e position, l'AC Barracuda qui remonte au classement avec 18 unités, 17 unités pour 4 clubs et pas des moindres. L'Espoir FC du Zio, ASOTR, Gomido de Palimé et puis l'Entente 2. On voit l'équipe de Kakadel qui est classée je pense 10e avec 16 points, Unisport 11e avec 15 points, 14 unités pour le duo AS Bina et puis Semassi qui est dans la zone rouge, sans oublier Doumbé FC de Mango, Bikinti et puis le Dynamique Togolais qui est toujours le dernier de la classe. Mais attention, quand on regarde ce classement, c'est aussi serré, hein? Oui, c'est vraiment très serré. J'allais revenir là-dessus. Oui. C'est vraiment très serré entre les équipes. Vous savez, c'est moi si depuis l'année dernière a connu des difficultés financières et le départ du président Agoulou, son retrait, en tout cas, son retrait oui, de la présidence a encore un peu chamboulé les choses à la tête du club. Maintenant, avec Harim Yao, vous savez, il est arrivé, c'est sa première saison avec l'équipe, donc c'est normal qu'il y ait de ces petits soucis. Le club même en déplacement le week-end dernier a été encore battu. Donc je me dis que vous allez voir, comme je l'ai dit tantôt, que à la fin de la première partie, avec les renforts qui vont arriver de part et d'autre, vous allez revoir toutes ces équipes-là qui vont revenir en force et il va y avoir du changement. Même Dito avec 8 points en dernière position. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. C'est toujours jouable pour cette équipe des robots rouges. Charles, on continue la randonnée footballistique au plan domestique, bien sûr. Maintenant, on va parler de la 2e division. Ce mercredi a lieu le 11e chapitre avec des matchs dans les poules A et B. On va toujours, avec la complicité de la régie, retrouver les affiches. D'abord, Olympique de Vaud joue à la maison contre Asfosa. Maranatha se déplace à Tchévi pour y jouer contre Ange FC. Arabia accueille l'Étoile Filante. C'est un match très important à jouer là-bas. La JCA face à l'équipe de l'Agaza Football Club au stade d'Agonivé. Toujours ce mercredi, le FC Aknour, le premier actuellement au niveau de la poule B, joue à la maison à Kara contre Agoua de Koussuntu. Fouadan se déplace à Sokodé pour se frotter à Koroki Metete de Tchamba. On aura également un intéressant duel entre Ifo Djeda Tapame, 2e au classement, face à Sarah FC de Bafilo. Et puis jeudi, la clôture de cette 11e journée, entre Arsenal FC de Kara et puis Tchaoudjo Athletic Club. Le match Étoile Filante Arabia, l'Étoile, attention à ne pas se faire battre parce que c'est une équipe qui fait du yo-yo. Parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Et voilà quoi, l'Étoile nous a habitués un peu à ça. Il faut faire mieux. Oui, je pense que depuis déjà quelques journées, les responsables du club et puis le staff technique, ils ont pris conscience de la situation et vous voyez sur les 2 dernières journées, l'Étoile Filante sait que il a des adversaires qui, en tout cas, derrière il y a Assoza, il y a Agaza, il y a Arabia de Tableau, l'adversaire de ce jour. Oui. Derrière, donc, l'entraîneur Ben Djakba est conscient qu'il y a du travail, même si l'important,
c'est d'être parmi les meilleurs pour aller jouer le play-off. Les Mais play-offs, quand même, Ils je seront pense que... 3 par poule, c'est ça, non? Oui, c'est 3 par poule. Ah C'est ouais. 3 par poule. C'est C'est pas pourquoi la victoire d'Agaza la fois dernière sur Arabia, oui, son adversaire direct, Exactement. a vraiment fait du bien à Joly Agbessi parce que ça permettait au Scorpion Noir de Tocoin de revenir à la 3e place Oui. et de reléguer maintenant Arabia à la 4e. Maintenant, Arabia qui reçoit le leader au classement aujourd'hui. Je sais que ce sera un match compliqué D'accord. pour l'Étoile filante. Mais attention, un match nul de l'Étoile filante qui va contraster avec une victoire d'Assoza. Attention. Ça fera qu'on va lui chipper encore la première place parce que c'est serré, hein, Très, que très ce soit serré. entre très les serré. 4 équipes là. Mm. Mais à domicile, je pense que Arabia va tout faire pour arracher ces 3 points là Ah. pour toujours rester dans la course pour les playoffs. Et l'Étoile filante doit vraiment se méfier de cette équipe entraînée par Zarif Abdou. Hein, oui, Ben Tété Adjakpa, il est prévenu simplement. Et on reviendra sûrement samedi sur les différents résultats des affiches de la D2 nationale de football avec les conséquences au classement. Et nous allons continuer cette émission désormais. Place à la seconde partie, Zoomcan. La Coupe d'Afrique des Nations, oui, on en parle dans Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Oui, la compétition se poursuit avec son lot de bonnes surprises, si on pourra le dire ainsi. Certains gros cadors sont déjà rentrés à la maison, notamment le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, et pas plus tard qu'il y a quelques heures, le Sénégal, oui, également est rentré à la maison. On va s'intéresser d'abord au point sur les 8e de finale avec, oui, mon cher Charles, les gros entre guillemets, sinon les cadors qui sont écartés et on pourra dire renvoyés à leurs chères études. Oui, cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations nous montre que pratiquement dans tous les pays d'Afrique, il y a un travail qui se fait et que l'on n'est plus favori sur le papier comme cela se disait avant. Des pronostics ont été déjoués. Et on a vu des grands, des anciens cadors qui ont eu plusieurs fois à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit par exemple le tenant du titre, battu par la Côte d'Ivoire au tir au but. Au tir au but, Ouais. oui. Vous savez, c'est un éléphant au pied cassé qui est revenu, Il est devenu plus dangereux. qui est devenu plus dangereux, qui a été ressuscité par le Maroc Incroyable. et qui est venu éliminer le champion d'Afrique, le Ouais. Sénégal. Ouais. Mais sur ce match, je pense que l'entraîneur, le technicien sénégalais Aliou Cissé, Oui. doit se morfondre parce bon? que Doit-il s'en vouloir? il doit s'en Pourquoi, vouloir, ça? il doit s'en vouloir parce que moi je me dis lorsque cette équipe-là menait déjà 1-0, les joueurs ont pensé avoir fait le plus dur. Ils ont été suffisants selon vous? Oui, pour moi, les joueurs étaient suffisants. Ils ont été suffisants. Même les déclarations qui ont été faites en fin de rencontre, moi, je me dis... Vous faites que- allusion à Crépin Diatta? Crépin Diatta, moi, je me dis que il faudrait un peu plus d'humilité parce que quand vous voyez un peu la rencontre, même déjà dans les premiers instants de Oui. cette partie, il y avait Sadio Mané qui a commis une faute qui, en tout cas, méritait un carton rouge. L'arbitre a joué sur la psychologie de cette rencontre. Par après, il se plaignait pour un penalty sur ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Mais l'arbitre aussi, il est intelligent. N'est-ce pas? Il est intelligent. Et bon, moi, je me dis sur cette rencontre, Oui. le Sénégal avait en tout cas toute cette chance-là de passer, de passer. Mm. Hein. On a vu cette équipe-là qui en tout cas a maté ses adversaires Exactement. dans la poule. 3 matchs de poule, 3 victoires. 3 victoires et qui, face à la Côte d'Ivoire, a bégayé. Et moi, je me dis peut-être que c'était une crainte. Mais D'accord. bon, quand vous rentrez un peu dans l'histoire, il se dit aussi que Oui. généralement que la Côte d'Ivoire bat le Sénégal. Oui. Je me dis que peut-être c'est cette peur-là aussi qui a envahi l'entraîneur, D'accord. qui a fait que il n'a pas su exploiter surtout cette fougue-là de la jeunesse de Lamine Camara jusqu'à ce que
l'équipe ivoirienne arrive à égaliser. Mais quand même, l'autre l'a félicité. Et Mers Faye, il a fait un travail formidable. N'est-ce pas? On s'est dit même qu'il a régénéré des joueurs, joueurs qui, sous Jean-Louis Gasset, n'arrivaient pas à donner, mais qui se sont transformés, qui se sont métamorphosés. On a vu en tout cas une équipe ivoirienne qui a mis en difficulté cette équipe du Sénégal et jusqu'à arriver à avoir un pénalty pour égaliser. Bon, finalement, par après, on sait que il y avait aussi la prudence de chaque côté. Et lors de la séance de tir au but, je pense que l'expérience a gagné parce que quand vous voyez les tireurs ivoiriens par rapport à Lamine Camara, le jaune, tous les autres fondu en larmes à la fin du match. Oui, c'est normal. Il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Pour ces genres de rencontres, il y a toujours l'aspect psychologique, toujours le public qui crie. Et bon, l'enjeu il est de taille. L'enjeu est de taille et malheureusement sur les tirs au but, le Sénégal a perdu. On attendait peut-être le Sénégal encore à une finale, même si c'était un peu difficile que les Lions de la Teranga puissent remporter ce trophée au vu de la performance du premier tour. On attendait cette équipe-là en finale. L'équipe également qui fait bonne sensation dans cette CAN, c'est le Cap-Vert, qui a finalement sorti la Mauritanie, qui était très enthousiaste à vouloir gagner son match de 8e de finale. Mais Ryan Mendes et ses coéquipiers étaient bien présents jusqu'à la fin. Avec, le concours de la régie, on pourra suivre la réaction de Ryan Mendes à la fin, parce qu'on rappelle que c'est un but sur penalty qu'il a transformé avec un coup de boutoir, le capitaine de la sélection capverdienne. Un match difficile, pas que la première mi-temps. Bonne équipe de Mauritanie, assez physique, costaud, des joueurs rapides. Ils prenaient beaucoup de deuxième ballon, ils partaient vite en contre. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions franches. Même, je ne me rappelle pas de leur part d'avoir des occasions franches. Mais l'équipe de Cap-Vert a montré beaucoup de solidarité aujourd'hui. On n'a rien lâché, on est récompensé à la fin. C'est ça qui compte. Est-ce que c'est le match le plus difficile depuis le début? Pour l'instant, ouais. Et j'espère que ce sera vraiment le plus difficile. Mais bon, on est content. Vous êtes le plus ancien, le plus expérimenté. Vous ne lâchez absolument rien. Vous ne regardez même pas votre âge. Il ne faut rien lâcher parce que moi, je prends soin de moi. J'essaie de jouer pour mon pays le maximum que je peux et de donner mon peuple le maximum de joueurs possible. Merci. Ryan, il y a ce penalty. Vous décidez de prendre vos responsabilités. Non, c'est des signes comme ça en fait. Avant que le match commence, il y a les consignes qui sont écrites sur le tableau. Et mon nom, il est là pour tirer le penalty. Après, j'ai juste laissé un petit peu de temps parce que quand l'arbitre siffle penalty, il y a beaucoup de joueurs qui viennent. Et après, au moment de tirer, voilà, il y a un petit peu de pression parce qu'il y a beaucoup de fatigue en même temps, on a beaucoup couru. Mais j'essaie de la mettre fort parce que je sais au milieu c'est difficile pour les gardiens. Il est très grand de taille aussi. Ouais, il est très grand. Je sais qu'il va choisir à côté, il va partir. Et moi je le mets au milieu, ça rentre, c'est tant mieux pour nous, tant mieux pour le Cap-Vert. Et maintenant voilà. Maintenant, les ambitions. Tout le peuple Cap-Verdien. Ok. Ah oui, Ryan Mendes, très enthousiaste et surtout, il s'est senti responsable sur ce penalty-là, transformé face à l'équipe de la Mauritanie, entraînée par Amir Abdou, qui était là également pour la toute première fois avec cette sélection. Il a réussi à permettre à ce que la Mauritanie soit au deuxième tour. Mais bon, faute d'expérience, voilà, ça n'a pas pu marcher. On évoque maintenant, oui, cette équipe de la Côte d'Ivoire dont vous parliez à l'instant, Charles, qui a éliminé le Sénégal. Franck Kessié également, lui, s'est exprimé à la fin de ce match. D'abord, on rappelle que dans la partie, il était buteur sur penalty et sur le dernier tir de la Côte d'Ivoire, il a pris le ballon en tant que responsable et il a qualifié tout un peuple. Aller le plus loin possible. Merci beaucoup Franck. Franck Kessié, héros de ce match, 2 pénaltys inscrits. Franck, dites-nous un peu comment ça s'est passé, de passer de cette incroyable défaite contre la Guinée équatoriale à un exploit contre le champion d'Afrique en titre. Bon, c'est clair, après quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale, où tu t'es fait tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c'est vraiment, on a senti cette frustration, cette humiliation. Et c'était comme si on était les vendus de la nation. Et après le match du Maroc, on a été repêchés. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Donc on s'est dit, ouais, bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est
le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires. Il fallait tout donner. Il fallait tout donner pour créer la surprise parce que la pression n'était plus dans notre camp, mais dans eux le camp. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, on a répondu présent. Et Dieu merci, on a gagné. Et il y a encore du chemin à faire. Vos mots ils sont hyper forts, Franck, d'autant que vous n'avez pas du tout été épargné par les critiques à titre personnel. Cette victoire, ces 2 pénaltys inscrits, ça veut dire quoi pour vous? Non, c'est clair, comme je l'ai dit chaque fois, c'est clair quand la Côte d'Ivoire joue mal, c'est clair qu'on indexe, c'est plus facile d'indexer un joueur comme Franck Kessié, parce que je fais partie des anciens et je suis aussi un des joueurs qui a le plus d'expérience dans cette équipe, donc c'est normal que je reçoive les critiques pour pouvoir protéger les plus jeunes. Donc je les accepte et les critiques nous permettent de travailler et d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Franck. Seko, félicitations pour cette victoire. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous êtes dans cette débâcle face à la Guinée équatoriale et aujourd'hui vaincre le champion d'Afrique en titre? Vous savez, comme j'ai expliqué à vos confrères, ça a été une épreuve très difficile après ce match parce que tout le monde pensait que c'était fini, mais on savait que il y avait d'autres résultats qui pouvaient être possibles. On a espéré jusqu'au bout, on a eu la foi. Et comme je disais, Dieu parfois il passe par ces épreuves-là pour nous renforcer. Et aujourd'hui, on a su battre le champion d'Afrique et on est très heureux. Les gens ils vont pouvoir profiter. On a fait énormément de souffrir de personnes. Vous savez, c'est énormément de pression de faire une CAN chez soi. Et aujourd'hui, c'est un match référence parce qu'on a joué avec des vrais principes, une vraie philosophie. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'à la fin, le coach Gassé et son staff, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là. Et aujourd'hui on est très heureux, on a vécu énormément d'émotions et on espère continuer et avoir la force pour continuer. Avant ce match, entre les 2 rencontres, est-ce qu'il y a eu des mots, des cadres, peut-être même de vous, à l'intérieur du groupe? Qu'est-ce qu'il y a eu avant ce match contre le Sénégal? Vous savez, il y a eu énormément de choses. Avant la qualif, on a perdu énormément d'énergie, on a discuté, on a pensé, on a pleuré, on a prié, on s'est fait insulter et ça a été des moments difficiles, mais dès qu'il y a eu la qualif, on a réussi à switcher et les jours d'après ça allait un peu mieux, on a retrouvé de la confiance, le sourire et aujourd'hui on a su faire un grand match face à une belle équipe et malgré les épreuves, on a continué à jouer et on mérite amplement notre victoire. Et aujourd'hui, on peut être très fiers et heureux et continuer comme ça. Super, merci. Instant, oui, la réaction de non plutôt de Seko Fofana et puis de Franck Kessié, on les a vus. La qualification de la Côte d'Ivoire, elle est là. La Côte d'Ivoire est en quart de finale. Elle va jouer contre le Mali, on va parler tout à l'heure. Et on va enchaîner avec d'autres réactions, avec celle de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui a été également éliminé hier par l'Afrique du Sud, qui a gagné 2-0. C'est un coup de tonnerre dans le ciel ivoirien. On est très déçus parce qu'on était venu avec l'ambition de la gagner. Sortir aussi tôt dans le tournoi, c'était pas prévu, mais comme on a dit, cette coupe elle est vraiment difficile, beaucoup de surprises. On était prévenus, on a fait des erreurs qui nous ressemblent pas, mais j'assume la responsabilité aujourd'hui des choix, de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va réfléchir, on va bien penser à ce qu'on n'a pas bien fait pour corriger, pour revenir plus fort. C'est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition. On peut pas se permettre de louper au. Et voilà, le sélectionneur qui voit sa sélection. Oui, les Lions de l'Atlas, on pourra dire, qui sont rentrés à la maison. Il dit, ma sélection a perdu et j'assume. Oui, peut-être dans les heures à venir, va-t-il démissionner? L'on se pose la question. Alors, tout de suite, on va passer aux affiches des quarts de finale avec des affiches assez intéressantes et pas des moindres. On aura par exemple Cap-Vert face à l'Afrique du Sud. On aura un intéressant Mali-Côte d'Ivoire. Que dire de Nigeria-Angola. Et puis il y a une 4e affiche également qui est très très alléchante. Et quand on voit ces affiches-là aujourd'hui, on se rend compte que je parlais tout à l'heure de Nigeria-Angola, Cap-Vert Afrique du Sud, et puis de RD Congo-Guinée. 4 quarts de finale ouverts, intéressants, Charles. Oui, des rencontres intéressantes quand on voit un peu la configuration de chaque pays, le parcours de chaque pays jusqu'à cette étape. On se dit qu'on risque d'avoir encore des surprises parce que je l'ai dit, à cette étape de la compétition, on va parler des favoris, mais sur le terrain,
il y a de ces facteurs-là qui vont jouer plus en faveur de l'un des deux pays qui seront présents. Et donc, on va aller pas à pas. Pas à pas. Par rapport à chaque confrontation et puis on verra bien. De toutes les façons, c'est des affiches qui nous intéressent et qui seront également épluchées dans les prochains numéros. Déjà à partir de samedi, on aura 2 quarts de finale disputés vendredi et 2 autres samedi. Nous avons également pris le temps, en tout cas l'équipe technique de cette émission est allée rencontrer un connaisseur, sinon un féru du football togolais et football africain en général, qui nous a parlé de ces affiches des quarts de finale et puis une projection sur ce qu'il va se passer, l'organisation autour de cette CAN. On va y aller avec l'entretien Zoom CAN. Bon, moi je peux dire que c'est une CAN assez singulière et particulière, en ce sens qu'il y a eu beaucoup de surprises, hein, mais lesquelles surprises montrent que le football africain est en progrès constant et qu'il y a un nivellement par le haut. Bon, c'est des affiches qui ne sont pas attendues puisque le premier constat, c'est que pratiquement tous les pays qui étaient à la dernière Coupe du Monde sont éliminés. Tous les pays arabes, les pays maghrébins qui font la fierté du football africain sont également tous éliminés. Les pays qui sont des pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, qui étaient des favoris, sont également partis à la maison. C'est pour dire que cette Coupe d'Afrique des Nations est une Coupe d'Afrique toute particulière et qui montre également que le football africain, comme je l'ai dit, est en progression constante et qu'il y a une émergence d'un certain nombre de pays comme la Guinée équatoriale, la Namibie, le Cap-Vert, qui commencent à s'installer comme des véritables candidats au renouvellement du football africain. Oui, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont montré qu'ils travaillent, qu'ils ont une vision, un projet pour le football de leur pays et pour le football du continent. Donc, moi, j'estime qu'on peut dire qu'ils sont là parce qu'ils ont mérité. Oui, mais je crois que pratiquement toutes les affiches sont de très belles affiches, hein, parce que comme c'est des surprises, mais on sent quand même dans le jeu que c'est des pays qui ont une vision et qui travaillent. Donc je crois que c'est de très belles affiches et que toutes ces affiches ont besoin d'être regardées. Le match Côte d'Ivoire-Mali est un derby de l'Afrique de l'Ouest. C'est souvent le cas dans les grandes compétitions, mais je crois qu'on peut quand même, sans préjuger de ce que cela peut être, pour dire qu'il y a quand même des favoris. Je crois que dans le match Côte d'Ivoire-Mali, moi j'estime que la Côte d'Ivoire est favorite parce que la Côte d'Ivoire joue à la maison et que quand on voit les statistiques depuis les indépendances, le Mali a seulement battu 2 fois la Côte d'Ivoire et c'est souvent la Côte d'Ivoire qui fait la campagne en tête. Quand on voit le match Angola-Nigeria, je crois que ce que le Nigeria a montré au cours de ces matchs passés, le Nigeria est un pays qui est en progression constante et que le match contre le Cameroun a montré que le Nigeria est un candidat sérieux au titre. Donc je mets le Nigeria comme favori, mais également les Angolais ont également montré de très belles choses et on peut également dire que le Nigeria est favori, mais attention parce qu'une surprise peut arriver. Oui, mais je crois que la CAN 2023 est, à mon avis, jusqu'à présent, la plus belle des CAN au niveau de l'organisation, au niveau des infrastructures, au niveau des pelouses, au niveau des moyens mis en place par la Côte d'Ivoire pour cette CAN-là. Et je crois qu'elle tient ses promesses. On peut parler des problèmes de billetterie. Il y en a eu, mais c'est pratiquement partout pareil. Mais cette CAN-là est, à mon avis, la plus belle de toutes les CAN. Et je crois que le gouvernement ivoirien a mis les moyens parce qu'au niveau du jeu, au niveau de l'enjeu, c'est quand même un enjeu politique, économique et commercial
pour ce pays-là, qui est la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a beaucoup de journaux. Nous en avons parlé tout à l'heure en off. Je crois que la Côte d'Ivoire peut tirer des dividendes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que la Côte d'Ivoire a montré au monde entier, à toute l'Afrique, qu'on peut jouer au football en Afrique, mais dans de très bonnes qualités. Parce que quand vous voyez les pelouses, si on ne vous dit pas que c'est la Côte d'Ivoire, vous croyez en Europe. Donc, à ce niveau-là, la Côte d'Ivoire a fait de très belles choses. Et également, c'est la première fois que cette Coupe d'Afrique des Nations est vue de par le monde entier. Même les télévisions ukrainiennes qui sont en guerre ont acheté les droits de télé. Donc, c'est pour vous dire que non seulement la Côte d'Ivoire, mais la CAF a également à ce niveau fait beaucoup de progrès, également avec l'appui de la FIFA. Merci beaucoup à Espoir Assobavi, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, qui suit très très bien le football domestique et le football continental en général, qui a donné, on pourra dire, ses éclairages. Je vous voyais tout à l'heure rocher un peu la tête en off. Bon, vous acquiescez par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a fait une très belle analyse de la situation, déjà par rapport aux confrontations, puis à l'organisation de la CAN. Il reconnaît que c'est la meilleure CAN qui a été organisée jusqu'à présent, même s'il y a eu des problèmes de billetterie. Vous savez, ce sont des expériences également qui font partie de cette organisation. Maintenant, pour les différentes affiches, je pense qu'on risque d'avoir peut-être des sélections qui ont déjà remporté cette Coupe d'Afrique-là. Vous voyez comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique du Sud. Et puis il y a également la RD Congo. Des équipes qui se retrouvent en tout cas face à des adversaires qui en tout cas pour l'instant n'ont pas encore goûté au trophée. Et donc on se dit que ce sont des très belles affiches. Il a notamment parlé de la rencontre Mali-Côte d'Ivoire. Ce sont des pays frères. Il y a une forte communauté malienne en Côte d'Ivoire, tout comme ivoirienne également au Mali. Les Ivoiriens prennent des femmes maliennes, les Maliennes prennent des hommes maliens. C'est une famille qui va se rencontrer là. Effectivement, c'est une famille et je me dis que ce sera un match très chaud. D'accord. Oui, un match très chaud. Et dans les tribunes et sur le terrain. Et bon, en l'espace de 2 heures. Tout ça avec beaucoup de fair play. Oui, en l'espace de 2 heures de temps, il y a des familles qui vont se diviser parce que tout le monde va supporter son pays d'origine. Voilà, donc je me dis que en tout cas, la faveur des pronostics va à la Côte d'Ivoire. D'accord. Si vous prenez les 5 dernières rencontres, comme Espoir l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a eu 2 victoires. Il y a eu 2 matchs nuls et puis une défaite. Donc ce sera un match à suivre. D'ailleurs, même toutes les 4 confrontations rencontres sont à suivre. Et on va se retrouver pour faire. Comptez sur moi, je vous ferai signe de toutes les façons, mon cher Charles. On va terminer cette émission de Club Sport Santé avec une thématique également qui nous intéresse. Il s'agit bien de l'arbitrage, son niveau sur cette CAN 2023. Vous allez remarquer une chose, à chaque action presque litigieuse, que ce soit en dehors de la surface, que ce soit dans la surface, le geste réflexe, c'est aller consulter la VAR. On rappelle que pour la toute première fois dans l'histoire de la CAN, la VAR a débuté avec les tout premiers matchs. Il y a eu quelques éditions, c'était à partir des 8e, voire des quarts de finale. Mon cher Charles, quelle lecture vous faites de cet aspect de la chose? Moi, je dis même au-delà de la VAR, le niveau des arbitres lors de cette CAN a vraiment très évolué. On a vu de jeunes arbitres qui, en tout cas, étaient toujours proches des actions. Vous allez voir que côté conditions physiques, ils étaient au top. Et les fautes, tout était sifflé à temps. Les positions d'enjeu au niveau des arbitres assistants. Et le 4e officiel qui n'était pas là, qui aidait les assistants, qui aidaient l'arbitre s'il y a des situations litigieuses qui va dégénérer. Même sur le banc de touche. Sur le banc de touche. Donc tout le monde a travaillé, la collaboration était parfaite. Maintenant, avec la VAR, je pense qu'on a fait une CAN sans égratignure, sans polémique. Bon, pour l'instant. Oui, pour l'instant, oui, puisque on vient de finir l'étape des 8e de finale. Vous avez même parlé tout à l'heure du cas Côte d'Ivoire, Sénégal. Effectivement. Bon, ça a fait jaser tout ça. Ça a fait jaser. Mais ce qui est bien, c'est que dès que l'action se produit, il y a la VAR qui fait signe à l'arbitre.
Et pour corriger. Je me rappelle sur un match, il y avait un but qui était refusé par l'arbitre assistant. Mais dès les secondes qui ont suivi, la VAR a demandé à l'arbitre de patienter. Ils ont revisité et ce qui est bien aussi, la VAR ne prend pas de temps. Exact. Les arbitres, quand ils vont consulter... Pour vous, c'est aussi important. Ça, c'est important. Le temps du check-in. Le temps du check-in, quand l'arbitre va vers la VAR, en moins de 30 secondes, il prend sa décision. Et généralement, jusqu'à présent, ce ne sont pas des décisions qui ont été contestées, c'est plutôt des décisions qui ont permis à certaines sélections de sortir d'affaires. Donc, moi, pour le niveau d'arbitrage, moi, j'estime qu'au niveau de la CAF, et plus précisément du département de l'arbitrage, il y a un bon travail qui a été fait. Et c'est ce que l'on veut pour l'arbitrage africain. Que ça se réjaillisse pratiquement dans tous les championnats sur le plan africain, qu'on ait des arbitres performants, des arbitres sans critique sur les matchs. Et bon, on espère également avoir d'autres arbitres africains. Et surtout togolais. C'est vrai que sur cette CAN, on a Jonathan Aronto, arbitre assistant, aujourd'hui, qui fait la fierté de tout un continent, de tout un pays. Mais nous aimerions avoir plus. Oui, effectivement. Sur cette CAN, on devait avoir Nyama Akleso, ne serait-ce que dans le processus de détection ou bien de désignation. Désignation, exactement. Il a fauté quelque part, ce qui lui a coûté. Mais on se dit que ce n'est que partie remise sur les prochaines cas. Comme vous l'avez si bien dit, on espère voir beaucoup d'arbitres togolais parce qu'on a vu le cas avec les Marocains, les Égyptiens, les Algériens. Même les Soudanais, mon cher Charles. Oui, les Soudanais. Mais il faudrait aussi que nous aussi, on en arrive là. On a des talents, des arbitres talentueux qu'on peut retrouver à ce niveau. Je rappelle qu'au niveau de le comité exécutif de la Confédération africaine de football, il réside le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akpovi. Et donc, il peut toujours faire ce plaidoyer là pour le Togo. On rappelle qu'il y a 2 ou 3 jours, sinon 24 heures, les arbitres FIFA ont reçu leur badge pour justement les prochaines compétitions sur le continent et en dehors. Tout doucement, on s'achemine vers le terme de ce nouveau rendez-vous de Club Sport Santé. C'était un grand plaisir de vous l'avoir présenté. Cher Charles, merci encore une fois de nous avoir accompagnés. Merci Angelo pour l'invitation et à la prochaine. On s'est dit sûrement samedi. Samedi, je serai avec, pourquoi pas, le même sourire que vous avez. Merci infiniment. Merci également aux fidèles téléspectateurs et internautes, en tout cas vous qui nous suivez à travers les différents canaux de réseaux sociaux. Merci également à l'équipe de la régie. Merci à Paolo, à Justin, à Bénédicte, à bienvenue à tous ceux qui travaillent autour de cette émission. On se dit à très très bientôt. Sinon, le samedi, même chaîne, même heure. Et comme on le dit souvent, mangez moins gras, moins sucré, moins salé. Et surtout, faites toujours une activité sportive pour garder la forme. À très très bientôt. Bye bye.